Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores dans ce nouveau numéro du menu crowdfunding. Des projets tout chaud tout beau, en voulez-vous, en voilà. Oui mais bon, il y en a beaucoup en quantité cette semaine, mais pour autant, il n'y a pas de dessert. Alors oui, bon, les desserts ça reste subjectif, c'est moi qui fais le classement entre entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt, objectif ou subjectif. Il y a toujours de la subjectivité, bien entendu, hein. Mais, je trouve que cette semaine, même s'il y a masse de projets, il y en a vraiment beaucoup, vous allez voir, je crois qu'il y en a 23, 24 si j'ai bien compté, mais j'en ai pas mis dans les desserts pour autant. Il y en a quelques-uns qui auraient certainement pu ou dû y figurer, mais j'ai estimé que cette semaine c'était pas forcément nécessaire d'en mettre. Du coup on se retrouve avec quelques projets relativement intéressants, mine de rien, quand même. Mais ça devrait être un menu assez long de par la quantité de projets, mais peut-être pas parce qu'ils sont fondamentalement intrinsèquement super intéressants, on va dire. Mais je vous en laisse juge également, puisque de toute façon, on a tous notre propre subjectivité à ce propos-là. Et puis peut-être que de votre côté, vous aurez des projets qui vous intéresseront beaucoup. D'ailleurs, je vous le dis, parce qu'il y a quand même un petit peu d'objectivité dans les classements, mine de rien, toujours ce subjectivo-objectif que je mentionne chaque semaine en intro. Le projet qui me semble, non c'est pas qui me semble, c'est le projet qui moi m'intéresse le plus, ou qui me titille le plus, il est dans les entrées. Saurez-vous trouver lequel, saurez-vous déceler l'identité de ce projet qui m'intéresse pas mal, qui m'intéresse le plus peut-être cette semaine. Alors certainement qu'il y aura des indices dans ma façon de le présenter bien évidemment, mais quand même je serais curieux de voir en commentaire si vous avez su deviner. Du coup sans plus tarder, on est parti pour ce numéro 194 du menu crowdfunding. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec un premier projet du côté de chez GameFound et c'est donc Arrival, Third in the High Frontier Saga. C'est une saga qu'ils ont lancée du côté de chez Eon avec donc 2-3 jeux déjà sortis si mes souvenirs sont bons. Je crois que Arrival ça va être le deuxième ou le troisième projet de cette série. Pour rappel, Ion, ce petit éditeur, nous vient de Suède. On leur doit des jeux comme par exemple Pax Porfiriana ou Atlas Explore the World, tout récemment d'ailleurs, c'était assez récent ça pour le coup. On voit ici High Frontier for All Module 5, c'est un des jeux dans la saga qui est partagé justement par Arrival. C'est eux aussi qui avaient proposé Cartini, qui avait l'air d'être assez cool, qui avait une assez bonne presse lors de son arrivée au backer. Plein de petits jeux assez intéressants qui n'ont jamais fait des gros succès, mine de rien, mais qui ont le mérite d'avoir souvent des thématiques assez originales, assez intéressantes. Et donc, ils continuent leur saga de High Frontier avec Arrival, qui pour l'instant est financé. 373 backers, c'est assez large, on est à 55 000 € d'engrangés tout de même, 11 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour 120 minutes la partie, on est dans un univers sci-fi, un univers science-fiction, d'exploration, d'influence sur différents territoires, différentes planètes que l'on va pouvoir explorer. On va bien sûr faire de la gestion de ressources, puisque différentes planètes nous donneront accès à différents types de ressources, bien évidemment. Et puis, il y aura aussi des petits événements qui viendront impacter le cours de la partie. Le tout pour environ 120 minutes, c'est ça? Ouais, 120 minutes la partie. En gros, en moyenne, parce qu'en fait, on nous dit ici que c'est de 2 à 4 heures. Ça dépendra aussi, fondamentalement, du nombre de joueurs autour de la table. Si on joue à 6 joueurs, ce sera probablement plus autour de 4 heures, donc potentiellement assez long. On est sur un jeu qui se veut assez dynamique, avec pas mal d'interactions également. Par contre, bon, visuellement, c'est vrai que ça vend pas du rêve, quoi. C'est pas magnifique. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Sachez que vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça intéresse. Par contre, ouais, très cool, le coup du lien pas cliquable parce que c'est sur une image, c'est pas malin. Du coup il faut taper lettre après lettre pour accéder au module Steam de Tabletop Simulator pour avoir justement l'accès à ce module de Arrival, ce qui est un petit peu bébête. Le pledge de base est à 99, non pas du tout, Arrival il est ici 89 pour Arrival. 19 si vous voulez Arrival module 1, donc une sorte de micro-extension qui vous donne accès, je pense, à du solo, je pense. J'ai pas trop checké en détail pour le coup. Et si vous voulez donc le jeu de base plus ce module numéro 1, c'est 99 €. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi prendre la Cosmic Legacy Collection, donc High Frontier, Interstellar et Arrival, donc les 3 jeux de cette saga jusqu'à présent, donc de High Frontier. 230 € approximativement, si vous voulez le petit all-in de la saga.
Voilà donc pour ce qui est de Arrival, 200, non pas 200, 373 backers, 11 jours avant la fin de la campagne. On reste sur GameFound pour parler cette fois-ci de Mobile Arms Mecha Wargaming in the Worlds of Tomorrow. 200 backers pour le coup, 36 000 euros d'engrangés, c'est pas encore financé, 36 000 $ pardon pour le coup, c'est pas encore financé, on est à 90% du solde de financement, il reste 13 jours avant la fin de la campagne. Bon, on est sur des mechas, hein, très clairement, c'est quasiment dans le titre, dans le sous-titre en réalité, ça nous rappelle quelques mangas des années 90, on va dire de 90-2000, c'est pour 2 à 4 joueurs, 45 minutes la partie, on est sur un jeu compétitif, d'escarmouche on va dire, avec bien sûr tout un tas de mechas que l'on pourra guider avec bien sûr des mechas avec leurs propres compétences un petit peu asymétriques de ces deux-là. On aura aussi des éléments de terrain pour, comment dirais-je, ajouter un petit peu d'immersion, et puis ils auront aussi bien sûr leur, leur intérêt en termes de gameplay, puisque bien sûr ils serviront d'obstacles, de cachettes, sur des choses là, bref, un jeu un petit peu Ameritrash, un peu à l'ancienne j'ai envie de dire, enfin c'est un peu l'image que j'en ai. Et on a aussi un mode campagne qui est en fait différents scénarios qui nous placeront donc dans des prérequis, des conditions spécifiques, mais tout en restant sur du jeu compétitif malgré tout. On est sur des miniatures assez classe pour les amateurs de mecha, justement d'animé un petit peu années 90, début 2000. Ça peut avoir son charme, j'imagine. Je suis heureusement pas du tout le cœur de cible. On a ici le starter set à 85 $, donc c'est déjà un petit peu cher, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de matos, et c'est quand même déjà assez cher. Ensuite on a un pledge à 124 qui vient ajouter, alors c'était quoi, c'était ce gros livret ici, Vermilion Horizons Core Rulebook, en digital comme en physique. Ah, c'est que du coup le livret qu'on voit ici n'est pas présent ici, donc on devrait pouvoir le télécharger en PDF uniquement, j'imagine. Je le vois même pas. Je sais pas, j'ai pas été checké. Bon, on est dans les entrées, c'est pas très important au final. Voilà donc pour ce qui est de Mobile Arms actuellement sur GameFound. Ça devrait être financé lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Encore et toujours GameFound, cette fois-ci pour SCP, The Board Game Confidential Crisis. Près de 500 backers tout de même, hein, c'est pas rien, ça aurait pu figurer en réalité dans les plats principaux de la semaine, mais j'avais un peu la flemme. C'est un projet qui vient de Dig Deep Gaming, je crois que c'est chinois ou hongkongais, j'ai pas trop checké. Le projet est largement financé avec 85 000 $ approximativement, 473 backers, 14 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties relativement courtes, 60 minutes environ, un jeu coopératif d'horreur de survie, un petit peu RPG-like on va dire, avec une VF disponible, à vérifier, j'ai pas trop checké là pour le coup, mais je pense qu'a priori ça doit être disponible. On est sur une 5e édition de ce jeu. Alors SCP Foundation de Board Game, ça laisse sous-entendre que à l'origine ça vient pas du jeu de société, et c'est le cas apparemment, si j'ai bien compris, parce que moi je ne connaissais pas du tout le SCP Foundation, du coup un univers déjà préalablement développé, qui a ses jeux vidéo, ses œuvres de fiction, etc. Moi je connais pas autre mesure, mais bon, en gros vous êtes plongé dans une sorte de laboratoire un petit peu secret où se passe des expérimentations pas forcément très catholiques, on va dire. On voit que certaines miniatures nous le font clairement comprendre d'ailleurs, hein. C'est un petit peu dégueulasse, et donc nous on va incarner différents personnages qui vont user de leurs compétences asymétriques et des synergies qu'ils peuvent imaginer justement entre eux pour essayer de survivre, de s'aventurer, de découvrir certaines choses, pour résoudre le mystère et rester en vie autant que faire se peut également. Je suis pas très fan de ce qu'on voit visuellement, je trouve pas que ce soit particulièrement attirant, on va dire, même dans ce style de jeu de survie, coop, etc. Les miniatures sont pas dégueulasses, mais globalement c'est très sombre pour faire sombre, quoi. Il y a des jeux qui sont des jeux d'horreur très sombres comme Massive Darkness, ce genre de choses là, qui savent procurer une ambiance très sombre avec un matos qui lui pourtant a des vraies belles touches de couleur, tout en conférant malgré tout cette ambiance très sombre. Là pour le coup c'est juste très noir, très sombre, c'est pas particulièrement joli. Par contre le matos lui a l'air d'être assez clean, hein. Clairement on a des assez belles miniatures, les dés etc sont très jolis, enfin bon, comme du matos, mais c'est juste que ça m'attire pas outre mesure, quoi. On a un pledge de base à 58 $, le D-Class Edition. Ensuite vous pouvez monter à 120 pour avoir la 5e édition. Qu'est-ce que ça change exactement? C'est pas la même boîte du coup. D-Class Edition, ça a l'air d'être beaucoup plus petit là pour le coup.
le contenu est peut-être beaucoup plus léger, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Là on a une 5 Edition avec beaucoup plus de matos pour le coup, et c'est quand même le double du prix également. Sinon on a 155 une Foundation Edition avec des petits goodies en plus on va dire, hein. Le Here Be Dragons Expansion, donc une extension beaucoup plus colorée là pour le coup. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire ma foi concernant SCP The Board Game. Si vous connaissez mieux l'univers de SCP, ouais, je serais curieux de savoir ce que vous pourriez me dire en commentaire. J'avoue que je connais pas du tout la licence d'origine, enfin la licence ou l'univers d'origine. Mais en tout cas pour l'instant le projet se porte plutôt bien, hein, près de 500 backers, 84 000 $ d'engrangés 14 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un nouveau jeu de Rock Manor Games qui nous a habitués à des scores un peu plus intéressants quand même que celui de Disco Heist Laundry, un jeu de tableau building, un jeu euro pour 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 30 minutes par joueur autour de la table. Bon, c'est financé avec 25 000 €, 424 contributeurs, c'est pas ridicule, 14 jours avant la fin de la semaine, mais c'est vrai que Mike Nade et Rock Manor Games nous ont habitués à des campagnes un peu plus soutenues en termes de résultats quand même. C'est eux à qui on doit Seas of Havoc par exemple, Star Driven Gateway, Maximum Apocalypse qui a sa VF également, Set a Watch bien sûr, The Few Anchors qui a plutôt bonne presse également. Même Lawyer Up, Objection en français, qui n'a pas fait beaucoup parler en France au demeurant, même si le concept de base était vraiment cool. Mais ouais, il y a quand même pas mal de jeux assez intéressants dans la liste qui ont fait des assez bons résultats. Si on s'en tient uniquement par exemple à Seas of Havoc et pas celui-ci parce que ça c'est le jeu vidéo pour le coup, mais la dernière campagne de Maximum Apocalypse par exemple, Seas of Havoc, la dernière campagne c'est 2000 contributeurs. Et Maximum Apocalypse, c'est 3200, donc c'est quand même des beaux résultats. Là, on voit que Disco Heist Laundry est à 400. Ça galère un petit peu. On va quand même dépasser les 1000 à la fin de la campagne, je pense, mais c'est pas énorme. Pourtant, une thématique assez intéressante. Intéressante. Disons que c'est une thématique assez sexy. On repart dans les années 1980 à Las Vegas et on va bien sûr cambrioler des casinos un petit peu à la façon de Ocean's 11, ce genre de film-là, avec des personnages très très hauts en couleur, qui auront bien sûr chacun leur propre spécificité. On a chacun le boss de son équipe, on va recruter différents voleurs et on va aller de casino en casino, d'établissement en établissement pour voler de la tunasse, et ensuite bien sûr comme le titre l'indique avec le laundry, on va laver de l'argent sale bien évidemment, mais bien sûr on sera, si on fait pas attention, poursuivi voire même arrêté par des policiers. Il y aura aussi des barricades de police pour bloquer des routes, sur les choses là. Il y a des cartes qui ont l'air d'être assez intéressantes parce qu'elles sont un peu multi-usages, on va dire. Et ouais, le tout rend plutôt bien. Je suis pas un grand fan de l'ADA encore une fois. Les personnages me convainquent pas outre mesure, mais je sais pas, le jeu quand même a un certain charme. Je pensais qu'il marcherait un petit peu mieux que ce que l'on peut voir actuellement, mais ça reste relativement intéressant sur le papier. Voilà, les pledges rapidement. Est-ce qu'on a vu les prix quelque part? Non, on voit juste que la Deluxe Edition elle propose des éléments en bois plutôt qu'en carton. Bon, ça c'est relativement habituel. Donc on va checker directement ici, ça ira plus vite. Donc on a l'édition de base à 45 $ et ensuite l'édition Deluxe à 59. Ça n'est pas une énorme différence, c'est juste qu'il y a des composants un petit peu deluxifiés. Et vous voyez que dans les deux pledges, de toute façon, il y a aussi une micro-extension Glitter Gulch qui vient acheter 2 nouveaux personnages et 10 nouvelles cartes de Kingpin, donc de boss on va dire, ainsi que 4 nouvelles cartes d'équipe, on va dire, de membres de notre équipe potentielle. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de Disco Heist Laundry, 25 000 € d'engrangés, 425 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec ce qui est le plus petit projet de la semaine, seulement 30 contributeurs, ça a même baissé au moment où je parlais, c'est triste. 18 jours avant la fin de la campagne, c'est le projet de Iron Squad, un jeu de wargame pour 1 à 2 joueurs qui nous place dans la Seconde Guerre mondiale entre les nazis et les États-Unis. 64 $ le pledge. Bon, on est sur un wargame, tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas visuellement ça ressemble à du wargame. On a différentes unités qu'on va placer sur une map, on va les faire progresser, on va établir nos stratégies pour prendre peut-être à revers de côté, en tenaille notre adversaire et réussir à l'emporter. Ça va être relativement classique en la matière, mais n'étant pas un connaisseur du wargame, je me
garderait bien de faire des commentaires quant au gameplay et à sa potentielle originalité. Voilà, vous savez juste que ça existe et que ça coûte 64$. C'est donc Iron Squad qui pour l'instant pédale un petit peu dans la smoule. Autre projet qui marche plutôt bien cette semaine, c'est Making Monsters, un petit jeu relativement familial qui vous propose de jouer un petit peu au savant fou, de créer des monstres un petit peu façon Frankenstein, enfin Dr Frankenstein, avec un mécanisme de backbuilding et de push your luck. Le tout a quand même réuni 550 contributeurs d'ores et déjà, ce qui est quand même plutôt très bien quand on sait qu'il s'agit du premier projet de Sky Lion Games, donc un primo-éditeur, en tout cas primo-éditeur pour ce qui est de lancement de projets sur Kickstarter, GameFound et compagnie a priori. Et ouais, ça commence plutôt pas mal, hein. C'est vrai que la DA est quand même plutôt sexy, le jeu est joli, alors c'est très du coup enfantin, c'est vrai que clairement ça peut attirer un public relativement jeune, mais ça marche bien, c'est très efficace, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes, et donc on va avoir son petit plateau personnel, sur lequel on va bien ajouter des cartes de monstres, et pour que ces monstres prennent vie, il va falloir qu'on accumule différents types de ressources pour les apposer sur les cartes en question. Je vais essayer de vous trouver des trucs un peu plus parlants. Voilà, on va avoir au début de notre tour un choix à faire parmi différentes actions qu'on peut essayer d'établir. Ensuite, on va choper dans notre sac des justement ingrédients, mais attention, on peut tirer beaucoup plus que les autres par exemple, c'est pas interdit de tirer plus que les autres joueurs, mais il y a un mécanisme de bust, un petit peu comme au blackjack par exemple, et donc plus vous tirez, plus il y a un risque que finalement vous n'ayez rien du tout au final. Donc il y a cette petite prise de risque à prendre, et puis donc si vous réussissez à compléter des monstres, eh bien vous allez pouvoir les réanimer et ainsi gagner des points de prestige lors de la compétition des savants fous qui donnera donc la victoire à celui qui aura créé le plus de monstres, les monstres les plus impressionnants autour de la table. Voilà, ça a l'air d'être relativement fun, il y a plein de petits jeux de mots sur les noms de monstres, etc. Le matos a l'air d'être relativement clean, la DA encore une fois est plutôt satisfaisante pour ce genre de jeu, pour la catégorie à laquelle il appartient. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Les pledge levels, on a un pledge de base qui est à 99 en 49, le jeu de base uniquement, donc 49$. On a une édition deluxifiée à 99, bon c'est quand même le double, c'est assez impressionnant, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change qu'on va avoir beaucoup de tokens en bois plutôt qu'en carton, on va aussi avoir des tokens en bois géants. Bon, ok, pourquoi pas. On va avoir une boîte avec un artwork différent qui, c'est vrai, est assez classe pour le coup. Et puis quelques artworks également. Bon, ça change pas grand chose en termes de contenu, mais il y a un petit peu de luxification malgré tout. Et puis ensuite, vous avez All In Lab Bundle à 119$. C'est la même chose que celui-ci, mais avec des tapis de néoprène pour chacun des joueurs autour de la table. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Making Monsters, 550 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne et près de 50 000€ d'engrangés d'ores et déjà pour le premier projet de, c'était quoi, Sky Lion Games. On enchaîne avec Academia, a Game of Administrative Bloat, et j'aime beaucoup la thématique, puisque Academia vous propose de créer, de développer votre université américaine, votre propre campus, et donc elle va vous permettre de faire tout un tas de choses, telles que recruter de nouveaux professeurs, comment dirais-je, gérer un petit peu vos alumni, donc vos anciens étudiants, etc., de faire des communications, de construire de nouveaux bâtiments pour faire de la recherche, recruter encore de nouveaux membres de staff, etc. Il va falloir aussi planifier sur le long terme pour développer votre fac. Je parlais tout à l'heure donc de recrutement, on le voit ici. Vous pouvez recruter un coach de l'équipe de football américain par exemple, vous allez pouvoir recruter des chercheurs, etc. Mais le truc, et d'ailleurs c'est dans le sous-titre du jeu, a Game of Administrative Bloat, c'est-à-dire de trop plein on va dire, de trucs qui vont enrayer le bon fonctionnement de la machine parce qu'il y a trop de monde en fait, parce que c'est un peu comment dirais-je, cette fameuse scène de Astérix, les 13 travaux d'Hercule, vous savez, où il doit monter à tous les étages, descendre, aller au bureau A, C, D, F, 93, etc. C'est un petit peu ça le bloat en américain, enfin en anglais américain.
Et donc, vous devez effectivement développer votre université, vous devez effectivement faire de la communication, construire des bâtiments, recruter des membres du staff, mais si vous recrutez des membres de staff, il faut à chaque fois aussi, en fonction des emplacements disponibles, toujours recruter des administrateurs, donc des employés de bureau, on va dire, qui sont censés servir au bon fonctionnement de la machine, sauf que finalement ça provoque un peu un bordel généralisé également. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Alors c'est vrai que en termes de matos, on est sur un truc qui semble relativement sommaire. On a un aperçu du plateau central avec les différentes pistes de progression. On a aussi notre plateau individuel que l'on voit ici. Là encore une fois c'est relativement sommaire. Bon, ça fait le job mais c'est pas fou non plus. Mais ouais, j'aime bien la thématique et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait différentes façons de scorer et donc potentiellement d'aller chercher une victoire. On le voit d'ailleurs ici. Votre réputation va provenir des academics, donc des résultats de recherche, de votre prestige en termes d'université qui fait de la recherche dans différents champs d'études, la vie étudiante, la recherche encore une fois, et le sport, puisqu'on le sait dans les facs américaines, le sport a une place centrale. Parfois on peut accéder à une fac hyper bien cotée simplement parce qu'on est très très bon dans un sport par exemple. Ensuite, comment on réussit à conserver dans la boucle nos anciens élèves ainsi que nos donateurs. Ensuite, notre capacité, notre compétence à attirer de futurs étudiants aussi, de par notre prestige, et puis réussir à former des comités de fac, on va dire des comités académiques. Donc ouais, il y a différentes sortes de mécanismes imbriqués les uns aux autres qui peuvent permettre de engranger de plus en plus de points de victoire. Donc ouais, j'aime bien la thématique, j'aime bien ce que ça semble proposer en termes de gameplay, mais pour l'instant on le voit, le projet marche pas très, très fort. En même temps, bon, The Ditz Foundation, donc l'éditeur du jeu, on est quand même à son 10e projet, mais c'est toujours des trucs très anecdotiques en termes de résultats, sauf il y avait 2 jeux qui avaient assez bien marché. C'était voilà ici Free at Last, qui quand on va checker sur BGG est pas très bien noté, et ensuite Chicago 68 qui avait plutôt bien marché aussi. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs sur le menu crowdfunding à l'époque en 2024 si mes souvenirs sont bons. Checkons, ouais 2024, ça il y a tout pile 2 ans d'ailleurs en fait, qui avait fait quoi, 600 backers, 670 backers, un assez beau résultat. Là, Academia ira pas chercher autant que ça, parce qu'on est à 77 contributeurs seulement pour Academia. Pourtant, bon, le matos c'est pas dégueulasse, la DA est pas vilaine non plus, mais ouais, ça marche pas super bien. Une copie du jeu coûtera 73€, attention, US copy, ça c'est le truc un petit peu relou aussi, puisque si vous checkez One Game International, donc si vous achetez pour les États-Unis c'est 85 et 95 pour l'étranger, un petit mécanisme de préférence nationale qui fait qu'on paye un petit peu plus, et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que le jeu marche pas très fort sur Kickstarter, c'est qu'on l'a vu, matos relativement sommaire et pourtant un prix de gros jeu, 95$ tout de même, c'est sans compter aussi avec les frais de port qui vont s'ajouter par dessus, donc ça picote quand même pas mal. On peut ensuite ajouter d'autres jeux comme Chicago 68 justement pour essayer de rendre un peu plus intéressant les frais de port et encore. Sinon, pour ceux qui n'auraient pas vu tard quand je faisais défiler, il y a aussi un petit early bird, notamment pour l'international, qui vous fait descendre le jeu à 75$ pour l'international. Ça reste très très cher pour ce qu'il propose. Visuellement en termes de composants, rien ne semble vraiment le justifier, si ce n'est peut-être le fait qu'il soit plutôt parti sur un très petit tirage et du coup le prix à la copie, à l'unité, est beaucoup plus élevé. Voilà donc pour ce qui est de Academia, 77 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur Ruinborn Dungeons of Cabora, un beau projet ma foi pour un primo éditeur encore une fois, hein, Terra Rossa Games, et autre originalité c'est que le projet est turc. C'est assez rare de voir des projets turcs. On en a vu un qui était assez joli d'ailleurs il y a 4, 5, 6 mois je crois, qui était assez beau, qui utilisait justement la mythologie un petit peu, disons, locale, régionale. Et du coup, on a une seconde campagne turque. Alors, c'est pas le même éditeur, hein, Terra Rossa, c'est leur premier projet sur Kickstarter. Et le truc est plutôt classe, on a des très belles miniatures d'ailleurs. C'est pour 1 à 4 joueurs, 120 à 180 minutes la partie. Et c'est un dungeon crawler, jouable en solo comme en coopératif, mais également
en compétitif, sachez-le. Pour l'instant, 260 backers se sont rués sur le projet, 33 000 € d'engrangés pour 27 jours avant la fin de la campagne. On voit qu'il y a une VF. C'est ambitieux d'avoir toutes ces langues-là. Alors ça dépend, est-ce que c'est juste du PDF ou est-ce que c'est vraiment physique? Je pense que c'est uniquement du PDF. En tout cas, s'ils veulent survivre à leur campagne, ce serait mieux pour eux. Mais donc ouais, on a un bel univers, là encore une fois très très sombre, mais plutôt joli. Il n'y a pas d'IA là-dedans. Mais là où le bas blesse, eh ben, c'est que le donjon lui-même, il est dégueulasse. C'est dommage parce que l'ADA était de manière générale plutôt jolie. Les items, les plateaux de personnages individuels, etc. Tout ça est plutôt très joli. Hein. Vous avez pu le voir, le bestiaire est plutôt cool également. Mais les donjons, alors ils sont hautement modulables parce que en fait toutes ces petites tuiles vertes que vous voyez, elles vont avoir des dispositions différentes d'une partie à l'autre. Donc on peut avoir des donjons radicalement différents. Mais visuellement, il n'y a aucun décor en fait. Si vous regardez bien le donjon, c'est que des petites tuiles. Quand vous évoluez dans votre donjon, vous allez retourner une tuile dès lors que vous entrez dessus et ça vous indique juste un effet, un gain ou une conséquence. Voilà, comme on voit ici, là on va gagner des pièces. Ok, merci. L'immersion n'est pas trop au rendez-vous selon moi, quoi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Vous me direz si c'est important pour vous ou pas, mais moi je trouve que pour un dungeon crawler, c'est pas très immersif visuellement parlant. Mais donc ouais, on aura chacun un héros avec bien sûr son lot de petites compétences asymétriques bien évidemment. On va pouvoir aussi les crafter. Vous l'avez vu de toute façon ici voilà avec du matos, hein, de l'équipement qu'on va pouvoir ajouter à notre héros pour encore plus comment dirais-je, d'asymétrie progressive celle-ci. On va aussi faire bien sûr de l'exploration, du combat de boss, etc. Bon. Je ne sais pas exactement ce en quoi il se différencie fondamentalement de bien d'autres jeux de cette catégorie. C'est un peu le problème que j'ai avec tous ces jeux de dungeon crawler. C'est que je trouve qu'ils sont quand même tous assez similaires. En tout cas, ils semblent l'être. Mais c'est aussi certainement parce que je ne suis pas un grand connaisseur de cette catégorie de jeux aussi. Le truc intéressant sur le papier aussi, c'est que ça peut être jeu solo, compétitif et coop. Mais après, c'est toujours un petit peu la question qu'on se pose quand toutes les configurations sont possibles, c'est est-ce qu'elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres ou est-ce qu'elles sont toutes un petit peu bancales? C'est une question qui peut se poser. Voilà donc pour ce qui est de Ruinborn. Je regarde juste ici. On aura donc une option pour choisir dans le Pledge Manager entre donc anglais, français, polonais, espagnol, italien, allemand. Ouais, du coup, c'est hyper risqué si c'est vraiment une version physique. Parce qu'il y a du texte sur le matos, hein, on l'a vu de toute façon. Ouais, il y a du texte sur le matos. Parce que s'ils veulent vraiment imprimer, parce que là ils vont faire quoi? Checkons. Cas d'école. Ils sont à 260 backers. Donc ils vont aller quoi? À 800 grand max. Dans les 800, il y en aura 600, ce sera pour de l'anglais, on va dire, environ. Ils vont peut-être faire les 50 backers francophones, grand max. Ça n'a aucun intérêt d'imprimer 50 copies d'une langue. Aucun. Ça va leur coûter un bras, un rein, un orteil et une narine. Et ils vont mettre la clé sous la porte. Ouais, je suis pas convaincu. À moins que, vraiment, les mecs soient hyper à l'aise financièrement, qu'ils s'en foutent, que ce soit juste un projet passion. Ouais, je sais pas. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Pour Ruinborn, je me rends compte que j'ai même pas encore parlé des pledges, je crois. Pledge Tiers, voilà, c'est ici. 99$, le jeu de base quand même, hein, c'est pas rien. Ensuite on a une Deluxe à 199, donc le double, pour ajouter des miniatures de boss supplémentaires, des personnages supplémentaires, une extension intitulée Misfits également, des dés custom, plus de 600 protège cartes, etc., des pièces de métal, bref, de la deluxification à outrance. Voilà donc pour ce qui est de Ruinborn Dungeons of Cabora. 260 backers, le projet est financé, en même temps le seuil de financement était ridicule, surtout pour un tel jeu. Toujours sur Kickstarter, Concealed est également en cours de campagne. Là pour le coup c'est un PNP, un petit print and play, donc ça coûte que dalle. Et pour l'instant il n'y a que 42 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Concealed, c'est un petit jeu de solitaire qui accole par-dessus un mécanisme, enfin pas un mécanisme, mais une thématique de prophétie à remplir. Le projet est financé parce que mon print and play généralement c'est très facile à financer bien évidemment. C'est pour des parties de 5 à 20 minutes, donc vraiment c'est très très court. Vous pouvez perdre très vite ou vous pouvez compléter une partie aux alentours de 20 minutes
environ. Et votre but, eh bien, c'est de compléter la prophétie. Chaque tour, vous devez placer une carte autour du plateau en fonction des chiffres, des suites de cartes par exemple. Ça a l'air d'être relativement malin. Certainement qu'après quelques parties, je m'en lasserai. Ça, c'est fort possible. Mais en petit print and play qui coûte que dalle, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, c'est pas mon type de jeu, donc je n'irai pas, mais bon, pourquoi pas, encore une fois. Hein. On a des pledges à tout niveau qui sont relativement pas chers. Vraiment, c'est très abordable, c'est très peu onéreux. 1 euro pour le ticket d'entrée, ensuite 6 euros pour différents plateaux, on va dire. Est-ce que les plateaux changent le gameplay ? J'imagine que oui, un petit peu, j'espère en tout cas, mais c'est vraiment pas du tout sûr, j'ai pas checké suffisamment dans le détail en réalité pour vous le dire. Il y a même un petit jeu vidéo PC accessible également pour ceux qui veulent le tester. C'est 12 euros pour le coup, mais ouais, ça pourrait faire le job éventuellement aussi, ça pourrait éviter d'avoir imprimé, etc. Alors on voit les différents plateaux d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose ? En regardant bien, en vrai, j'ai l'impression que non, hein, c'est exactement la même disposition. Donc peut-être que ça change que dalle en vrai. Auquel cas, c'est un petit peu dommage d'en mettre autant, si c'est pour rien changer au final en termes de règles. Bon. Voilà pour Cancelled, 42 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Scum, toujours sur Kickstarter. Alors apparemment ça nous provient d'un RPG assez célèbre, semble-t-il, intitulé Eclipse Phase. Et donc dans l'univers de Eclipse Phase, ils ont créé un jeu de plateau intitulé Scum, pour le coup. Donc on est sur un jeu dans un univers très science-fiction, dans lequel on est placé dans une sorte de contrée, de confins de l'univers où règne un petit peu l'anarchie, mais dans le sens positif du terme. Hein. C'est le dawa, mais les gens sont contents de vivre dans le dawa, sauf que les grandes corporations intersidérales cherchent à prendre un peu possession des lieux, voyez-vous. Pour l'instant, le projet est financé, 20 000 euros d'engrangés, 260 backers, 27 jours avant la fin de la campagne. C'est le premier projet de Davidson Cole, qui apparemment a monté une boîte spécifiquement pour ce jeu de plateau, parce qu'il est déjà propriétaire de Moose with Cup Creative et directeur, on va dire, copropriétaire de Posthuman Studios, qui fait essentiellement du RPG. Donc le RPG Eclipse Phase, justement. Donc bon, il a créé un petit éditeur, une petite maison d'édition à part pour Scum apparemment. Et donc, c'est pour 90 à 120 minutes, c'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Et donc ça peut ressembler à ça sur le plateau, sur la table. On a les différents personnages que l'on pourra incarner. Bien sûr, un petit peu d'asymétrie est au rendez-vous. On a différentes planètes du système solaire qu'on va pouvoir explorer. Il y a des vaisseaux sur lesquels on va pouvoir aussi, comment dirais-je, on va pouvoir un peu y passer quelques temps pour choper différentes ressources, faire des petites missions sur les choses là. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'asymétrie en plus de ça. Et le truc assez intéressant dans Scum, enfin qui semble l'être en tout cas, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un jeu dans lequel vous êtes un petit peu tous des gros anarchistes dans les confins de l'univers, avec les confédérations intersidérales qui viennent vous faire chier. Donc on pourrait penser qu'on va lutter tous ensemble contre ces grandes confédérations. Or, oui et non, parce que en fait c'est un jeu compétitif, mais avec une touche de coop, c'est-à-dire que oui, il va falloir collaborer un petit peu pour contrecarrer les plans des grandes confédérations, etc. Mais au final, il n'y a quand même qu'un seul vainqueur autour de la table. Donc, jusqu'à quel point on collabore, jusqu'à quel point on passe des marchés qui vont potentiellement être renversés par la suite quand ça nous conviendra moins, quand ça répondra moins à nos objectifs personnels. Sur ce point de vue-là, ça peut être intéressant. J'aime bien le concept des jeux un petit peu semi-coop où on ne sait jamais trop quand quelqu'un va être amené à trahir ou pas. C'est assez intéressant sur le papier. Le matos c'est plutôt clean, rien de flamboyant, mais ça fait le job. Ensuite, on va pouvoir passer aux différents niveaux de pledge. Le core pledge, donc le jeu de base, il est à 70$. Ensuite, vous avez d'autres pledges qui vous ajoutent les RPG, donc les jeux de rôle dans l'univers de Eclipse Phase dont est issu de Scum. Donc on a ici 85$, c'est le jeu de Scum plus le jeu de rôle, donc Eclipse Phase, The Scum Must Die. Ensuite on a un pledge Muse à 140
qui vient ajouter Eclipse Face épisode 2 apparemment, donc le livret de règles, Mastermind à 190 pour encore plus de contenu, etc. Et ça. Voilà, c'est à peu près tout. J'aime bien la DA de manière générale, c'est un peu funky, c'est un peu amusant. La thématique elle l'est tout autant d'ailleurs, mais bon, a priori c'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure pour autant. 261 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne pour un projet qui est déjà financé assez largement. On continue avec Football U. On parlait tout à l'heure de d'université américaine. On y retourne, sauf que tout à l'heure on parlait justement du sport qui était une des facettes qui vous permettait de développer votre université. Bah là c'est justement une de ces facettes qui est au centre, au cœur du jeu, puisque là on va donc manager, on va gérer des équipes de football américain universitaire, pas professionnel. C'est pour 13 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie. Le projet n'est pas encore financé, mais ça devrait l'être lorsque vous regarderez cette vidéo, j'imagine, 27 jours avant la fin de la campagne. Et donc, on a différents tours de jeu qui vont nous proposer de recruter, de développer nos petits joueurs pour les rendre plus efficaces que les autres. Il y a plein de petites synergies à imaginer en fonction des petits logos qui se trouvent sur les cartes à gauche ici. Donc si vous réussissez à recruter des joueurs qui partagent les mêmes genres de logos, ça peut créer des synergies, ça peut vous octroyer certains petits bonus, peut-être plus de dés, etc. Parce que oui, à la fin, on est sur un jeu américain quand même, il y aura beaucoup de jets de dés. Enfin, il n'y aura pas beaucoup, il y aura un jet de dés mais massif avec plein de dés pour aussi déterminer les vainqueurs de tel ou tel match. Le pledge de base est à 39 $, donc ça reste relativement accessible. Et puis après, vous avez un pledge à 78, donc le double. En fait, c'est une copie pour vous et une copie pour Boys and Girls Clubs of America, donc une sorte de fondation. Donc en fait, c'est une sorte de petit pledge mécénat, on va dire. Voilà, c'est rien de spécial. Le pledge à 39 est tout à fait satisfaisant. Donc 223 contributeurs pour l'instant, je l'ai dit. Et ça livre, je me suis posé la question à l'instant, est-ce que ça ne le livre pas que dans l'Amérique du Nord par exemple? Non, ça livre dans le monde entier, pas de problème à ce niveau-là. C'était le troisième projet de Scorelander Games, ça me disait rien du coup. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ah bah d'accord, c'est eux qui avaient fait Batflip. Ah bah du coup si, Anthony en avait parlé récemment, je ne sais plus où. Un de nos commentateurs, donc notre commentateur vedette, il avait commenté en mentionnant que justement l'éditeur de Batflip allait faire un jeu sur un autre sport. Et bien donc c'est celui-ci. Ok, j'avais pas fait gaffe, donc désolé Anto. Voilà donc pour ce qui est de Football U, 223 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Dernière entrée de la semaine, et cette fois-ci du côté de chez Ulule, c'est Venture Classic Saga. Alors vous le savez, quand je présente un projet sur Ulule, en réalité je le présente pas vraiment, je vous mets juste ça sous les yeux et je vous dis ça existe. Maintenant, comme c'est sur Ulule, tout est en français, allez checker par vous-même. On est là sur un jeu de TCG, donc un jeu de collection de cartes et d'échange de cartes, etc. Qui a vu le jour, qui a commencé, on va dire, à être réfléchi, à être imaginé en 2021. Ça fait quand même un bail, et ça a commencé par des cartes extrêmement sommaires visuellement, puis progressivement, ils ont peaufiné un petit peu leur jeu, leur aspect visuel, etc. pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que visuellement, le jeu présente plutôt pas mal en vrai, le jeu est plutôt joli. Je suis pas du tout amateur de TCG, fort heureusement pour mon portefeuille, mais c'est vrai que visuellement le jeu présente plutôt pas mal, et je suis pour l'instant un petit peu curieux de savoir pourquoi le jeu se porte si peu bien finalement, parce que on voit que la campagne s'est lancée le 15 septembre et pour l'instant on est à peine à 24 contributions. Alors c'est vrai que j'en ai entendu parler absolument nulle part, donc ça c'est peut-être une des raisons, peut-être le manque de marketing. Mais ouais, au demeurant, peut-être qu'ils étaient sur les salons, en tout cas c'est ce que laissent penser certaines des photos qui sont mises en avant ici. Mais pour autant, le jeu semble pas vraiment prendre pour l'instant. Voilà, pour le reste, j'ai l'impression que c'est un TCG relativement classique, avec des cartes qui ont différents coups, différents effets, avec des effets d'attaque, des effets de défense, il y a un petit peu de lore en bas, etc. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement unique. Mais pour les amateurs de TCG, il y a peut-être moyen que ce soit assez intéressant, d'autant plus qu'il est plutôt joli. Voilà donc pour ce qui est de Venture Classic Saga, 24 contributeurs, 34 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'était la dernière entrée de la semaine. Il nous reste maintenant à traiter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plats principaux. Ce menu va être long, même s'il n'y a pas de dessert.
Allez, le premier plat de la semaine, il s'agit de Spellrift Legends, le nouveau projet de Dragori Games. Le nom vous dit peut-être quelque chose, on est un petit peu habitué de l'éditeur américain puisque c'est à eux que l'on devait notamment tout l'univers de Tanares, Tanares Adventures ici, Tanares Expeditions également, ou encore plus récemment aussi Odalin, Dungeons of Doom, qui a fait un assez beau résultat avec près de 5000 backers à l'époque, mais principalement quand même connu pour Tanares qui les avait fait connaître, notamment celui-ci, un Tanares Adventures Ultimate Edition, 8300 backers là-dessus, et on aura aussi dans très peu de temps Ronin's Revenge, qui est censé arriver sur GameFound en décembre prochain, genre 2 mois et demi après Spellrift Legends. C'est très très proche l'une de l'autre, hein, ces deux campagnes. Un peu circonspect vis-à-vis de ça, mais bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, Spellrift Legends, pour l'instant, ça se porte plutôt très très bien, ce début de campagne, 2000 backers quasiment, 550 000 $ d'engrangés déjà, 5 jours avant la fin de cette très courte campagne, très très courte campagne là pour le coup. Et donc, c'est pour 1 à 5 joueurs en coopération, pour des parties d'environ 90 minutes. On est sur un jeu en open world, donc beaucoup d'exploration, et vous vous en doutez bien, beaucoup de baston. On a aussi une VF disponible, et ça fait plaisir. Et je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est un jeu aussi de deck building. On va renforcer progressivement notre personnage, et parmi ces personnages justement, eh bien que des figures bien connues. On voit ici Hercule de dos, on voit ici le roi Arthur, et on voit ici Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï japonais. Du coup, première réflexion que je me suis faite lorsque j'ai vu la galerie de personnages, on aura aussi Merlin, on aura aussi la Valkyrie Brynhilde, et il y en aura encore d'autres d'ailleurs, mais ils sont très inégaux en réalité, parce que Hercule, bon, c'est quand même le fils d'un dieu, il est surpuissant, il y a juste le talon où c'est un peu faiblard. Bon, le roi Arthur, il a quand même Excalibur, etc. Bon, Miyamoto Musashi, c'est une légende des samouraïs, certes, mais c'est juste un mec avec une épée. Hein. Théoriquement, bon, alors peut-être qu'ils vont adapter un peu le personnage pour que lui aussi, il soit encore plus badass pour vaincre tout un tas de démons en tout genre. Mais bon. Alors, aspect sur la table. Déjà, présent sur table, le truc est beau. J'aime beaucoup le tableau central, enfin le tableau, mais le plateau central, avec une sorte d'hexagone au centre, et ensuite plein de petites sortes de tuiles que l'on va ajouter autour de cette région centrale. Ça fait des régions de couleurs très très différentes les unes des autres, c'est très joli, j'aime beaucoup. Après, vous le voyez déjà, hein, il y a masse de boîtes, il y a aussi un mode campagne, pour ceux que ça pourrait intéresser, parce que c'est un jeu qui est centré sur le one-shot, vous allez voir, hein, mais qui propose éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, aussi un mode campagne. Alors, dans Spellrift Legends, les rifts, c'est justement des sortes de portails interdimensionnaux qui vont laisser place à des monstres absolument dégueulasses, et donc il va falloir les combattre, et pour ce faire, on va avoir des cartes multi-usages qui vont pouvoir être utilisées dans différents timings pour des raisons différentes, pour des gains différents. Alors, continuons un petit peu l'exploration de la campagne. Vous voyez le plateau central, moi j'aime beaucoup la proposition, là pour le coup c'est très très beau, j'aime beaucoup, très très classe. Ensuite, bien sûr, l'exploration qui va de pair avec toutes ces belles régions que l'on voit ici. Les héros asymétriques, bien évidemment. Ensuite, des cartes d'événements, des quêtes à compléter également pour faire évoluer notre personnage avec des niveaux de XP que l'on voit déjà ici. XP que l'on va pouvoir utiliser pour choper de nouvelles cartes qui vont renforcer le deck de notre héros et donc ses compétences, bien évidemment. On va affronter des créatures qui seront gérées par une sorte de mécanisme d'IA, on va dire, qui interagiront avec vous en fonction de la situation. Donc ça va être relativement intéressant. On a aussi une très très belle DA, on le voit ici avec Arthur, vraiment très très classe. Les miniatures sont magnifiques, très belles miniatures. On va pouvoir d'ailleurs, on le voit ici, Awaken Your True Power, donc réveiller votre pouvoir enfoui à l'intérieur de vous-même. Et quand vous le faites, vous reposez votre miniature sur une sorte de socle en plastique qui fait un peu penser à des super guerriers de Dragon Ball Z. C'est un petit peu marrant, mais ça reste très très classe malgré tout. Et puis au final il y aura donc aussi un gros boss qu'il faudra vaincre
en collaboration avec l'autre joueur autour de la table, avec une magnifique miniature, avec cet effet que l'on voit de plus en plus depuis 2-3 ans, avec deux types de plastique différents, le plastique de base de la miniature, donc gris comme d'hab, et puis une partie déjà colorée, un petit peu translucide, on va dire, mais magnifique, vraiment très très beau. Voilà, voilà. Alors le reste, il y a beaucoup d'informations sur la page, donc on va pas passer trop de temps. Alors qu'on voit ici Merlin, on voit ici la Valkyrie par exemple. Il y a vraiment trop d'infos. En vrai, là, je sais pas si vous voyez le petit ascenseur que je fais défiler, mais en vrai, là, je suis à peu près à 1/6 de la campagne là où je suis actuellement. Donc vraiment, c'est très très long. Alors qu'on voit ici Miyamoto Musashi, justement le samouraï. Alors ici donc Merlin, le roi Arthur, Dracula aussi, parce que pourquoi pas, l'exploration qui est mentionnée ici, bref, il y a beaucoup d'informations. Alors c'est vrai que si on est très intéressé par le projet, du coup il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour découvrir le jeu, son univers, etc. Mais par contre pour moi, pour le Minecraft, c'est un peu trop, il y a trop d'infos. Le pledge de base, il est à 130$, c'est quand même pas donné non plus. Mais bon, on est habitué avec Dragori, il propose souvent des jeux quand même assez onéreux, assez dispendieux. Donc 130$ pour le pledge de base. Ensuite, on a ici le Rift Explorers, la boîte de base, plus toutes les extensions. Et il y en a beaucoup. On a le Hero Pack 1 qui va ajouter donc de nouveaux héros. Même chose pour Hero Pack 2. Boss Pack 1 et 2 pour ajouter de nouveaux boss également. Special Monsters Pack, là je vais pas chercher, et Campaign Box, parce que oui, il y a aussi une boîte qui nous permet de vous lancer dans une campagne en plusieurs sessions consécutives, jusqu'à je crois 9 ou 10 scénarios consécutifs, avec des embranchements scénaristiques et des conséquences sur le long terme en fonction de vos choix. Donc 250$, et puis le all-in à 300$. C'est la même chose, mais avec une boîte de rangement beaucoup plus conséquente, donc une sorte de big box on va dire, plus un tapis de dés et des sacs en velours. On a aussi des tokens en acrylique par exemple, bref, un petit peu d'éléments de deluxification par-dessus. Voilà, et pour ce qui est des frais de port, parce que oui, on est entré dans la catégorie des plats principaux, donc là je commence aussi à aborder les frais de port. Si je les trouve, parce que en vrai je ne les ai pas checkés quand j'ai consulté la page de campagne là, alors qu'ils nous montrent ici qu'ils avaient d'abord utilisé l'IA pour faire une première étape de création des monstres, et ensuite ils ont tout revu et corrigé avec de vrais artistes. Bon, pourquoi pas. Mais donc je ne trouve pas les frais de port, et ça c'est chiant, parce que les frais de port, vu la quantité de matos, vont potentiellement coûter très très cher. Bah écoutez, non, peut-être qu'ils sont juste pas présentés. Ah si, ils sont là, excusez-moi. Shipping cost. Alors, shipping. Europe, ça va aller de 29 à 49 en fonction de votre pledge. Canada, 34 jusqu'à 54. Il en va de même pour nos amis suisses par ailleurs. Et nous au Japon, ce serait 38 à 59$ de frais de port. Donc pour ce qui est de Spellrift Legends, un bien beau projet ma foi. A priori pas trop mon type de jeu je pense, même si je serais curieux de le tester un de ces jours, mais en tout cas il a su séduire quand même 2000 backers en l'espace de 3-4 jours, ce qui est quand même très très bien. Par contre attention, lorsque vous verrez cette vidéo, en tout cas si elle est publiée dimanche et que vous la verrez rapidement, il restera déjà très peu de temps avant qu'elle ne se termine. Voilà pour Spellrift Legends. Alors clairement, si ce n'était que le jeu de base, il figurerait dans les desserts de la semaine. Oui mais voilà, Cocktails n'est qu'une extension de Distilled, donc j'estime que beaucoup de gens connaissent déjà, et si c'est pas le cas, bon, une courte présentation suffira. On a déjà beaucoup parlé de Distilled par le passé, il a une VF, en tout cas pour le jeu de base, attention, Cocktails n'a pas de VF durant la campagne. Peut-être qu'à terme il y a déjà un accord, etc., ça je ne sais pas, mais en tout cas pour ce qui est de la campagne de Cocktails, il n'y a pas de VF pour l'instant. Ceci étant dit, ça ne les empêche pas de faire un très bon résultat, puisque Paverson Games a recueilli 3110 backers pour l'instant et 300 000€ d'engrangés 13 jours avant la fin de la campagne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas donc Distilled, malgré sa VF, malgré sa première campagne qui avait fait un très beau résultat, d'ailleurs on notera aussi qu'ils en sont à un troisième projet, donc celui-ci plus Distilled bien évidemment en 2021, le jeu de base, et entre-temps le magnifique luthier illustré par Vincent Lutret. Moi des deux c'est celui-ci qui me tente le plus et de loin. Luthier était vraiment très beau, je sais pas ce qu'il vaut en termes de gameplay mais il était vraiment super beau. Et donc
on revient à Distilled et donc cette nouvelle extension Cocktails. Donc pour rappel, Distilled c'est un jeu dans lequel, comme son titre l'indique, vous allez avoir une usine de distillerie en fait d'alcool spiritueux, voilà, du whisky, ce genre de choses là. On va faire vieillir, etc. Et puis ensuite, on va les proposer sur le marché, gagner des points de prestige, ce genre de choses-là. Et ben du coup, maintenant, avec Cocktails, et ben comme son nom l'indique, vous allez aussi pouvoir faire des cocktails, tout simplement. Il y aura de nouvelles cartes de, de clients, on va dire, Satisfy Collectors. Donc là, on pourra donc avoir de nouvelles cartes de clients, de collectionneurs, on va dire, à qui on pourra vendre nos productions, bien sûr. Et puis on aura aussi un nouveau mécanisme qui apparemment était pas mal réclamé par les joueurs lors de la première campagne, c'est le double washbacks, autrement dit le double fût, si je peux traduire ça comme ça en français, parce que en fait, il y a pas mal de joueurs qui réclamaient la possibilité, pas forcément une action facile à faire, à entreprendre, mais une possibilité de créer 2 spiritueux au cours d'un même tour, si on se démerde bien. Et bien ce sera désormais chose faite, chose possible en tout cas, avec les double washbacks. Ensuite on aura aussi un plateau représentant les différentes régions du globe sur lesquelles on pourra vendre notre production et gagner ainsi des points de prestige, des bonus, ce genre de choses là. Il y a plein de nouvelles cartes également, y compris des petits promo packs aussi. Les pledges sont présentés très rapidement dans la campagne, ça m'arrange pas mal. On a un pledge à 49$, donc le Mixologist, qui est juste en fait l'extension Distilled Cocktails en retail, donc en version boutique, pas de dulcification ou autre chose. À 99$, on a la Collector's Cask, et donc ça, c'est une big box qui contiendra déjà Cocktails et qui pourra contenir votre jeu de base également, donc de Distilled, dans une seule et même boîte, très classe, on le verra plus tard. Et puis sinon, pour ceux qui n'auraient pas le jeu de base, il me semble que c'est celui-ci, un Collector's Cast Barrel Proof Edition, donc il y a de la dulcification par-dessus, mais je suis pas sûr qu'il y ait le jeu de base, j'ai peut-être pas checké en détail. Par contre, dans le pledge à 300$, là, il y aura bel et bien le jeu de base, Distilled Base Game, donc c'est peut-être pas le cas pour le 150 a priori. Mais donc ouais, grosse édition de la mort qui tue, 300$ avec max de dulcification, vous allez voir ça un peu plus tard. Donc dans la boîte de Distilled Cocktails, donc cette petite extension, on voit un petit peu tout le matos qui va venir s'ajouter à ce que l'on avait déjà précédemment. Il y a quand même pas mal de nouvelles cartes, notamment de nouveaux tokens, etc. Ces petits tokens qui vont venir se poser sur cette map-là, que l'on partage tous. Donc c'est un petit peu la course au bonus, la course au point là-dessus, ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Il y aura même de nouveaux ingrédients, etc. Donc ça peut être assez intéressant. C'est une extension qui ajoute quand même pas mal de matos, mine de rien. Alors justement, la Collector's Cast, je vous avais dit que c'était assez classe, parce qu'en fait, c'est un fût. C'est un tonneau de vieillissement de vos spiritueux, et en plus de ça, vous aurez aussi un petit shaker à l'effigie de l'éditeur Paverson Games. C'est assez classe, il faut bien le dire, et donc c'est une big box qui vous permettra de ranger la totalité de Distilled, jeu de base plus extension, et même le shaker qui vous permettra de faire des cocktails si vous le souhaitez, mais aussi de jeter vos dés, donc de secouer vos dés avant de les jeter. Le tout avec du game trays, ou ce qui s'apparente à du game trays en tout cas, pour faciliter le rangement et l'installation. Il y aura même un petit playmat également, le tout qui loge dans une boîte, dans une case de Kallax, avec donc justement le fût et le petit verre qui va bien. C'est vrai que ça présente plutôt pas mal. Ensuite à 150 on a le Barrel Proof Edition, donc la même chose mais avec de la dulcification. On a ici des clés en métal, on a des petits des petits jetons de joueurs qui sont également en métal, les petits tokens ici en acrylique plutôt qu'en carton ou en bois par exemple, et on a même les petites ombrelles que l'on met dans les cocktails. Il y en aura vraiment dans le jeu aussi apparemment. Et enfin, le Distillery Inheritance à 300$, c'est donc la totale, jeu de base, extension préalablement sortie, nouvelle extension, néoprène, pièces en métal, etc., etc. Le tout dans la big box. Donc ça fait très très cher, mais il y a du matos. Mais c'est quand même très très onéreux malgré tout. Voilà, ensuite, on va peut-être aller voir directement les frais de port. Je fais défiler un petit peu pour voir un petit peu le contenu de cette big box. C'est vrai qu'elle est quand même très très classe. On vous présente un petit peu les nouveaux mécanismes avec le double washbacks, donc le double fût pour faire 2 spiritueux en un seul tour,
les tentatives de satisfaire les collecteurs, de création de cocktails en font avec différents ingrédients. La fameuse map que l'on partage avec tous les autres joueurs autour de la table avec l'aspect course, puisqu'on va pouvoir s'approprier des petits bonus, des petits points de victoire si on réussit à se placer dessus avant les autres par exemple, à faire des chaînages, etc. Donc je parlais des frais de port, allons voir ça tout de suite, c'est ici. Europe, 20 à 30 $ en fonction de votre niveau de pledge. Canada, 22 à 35. Ensuite, attention, Europe, il y a 2 zones. Donc, Belgique, France, c'est la zone 1, donc il n'y a pas de problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, les amis suisses, c'est la zone 2, et donc c'est plutôt 22 à 35. Ça n'est pas une énorme différence, mais quand même. Et donc, nous, on doit être dans Asia Zone 2, 35 à 80. Ouf, ouais, c'est vrai que Xavier m'en a parlé, parce que Xavier aimerait bien mettre la main sur Distilled, et également sur le luthier, je crois. Mais 80 $ de frais de port pour le Japon, ça picote un petit peu, il faut bien l'avouer. Donc voilà, pour ce qui est de la livraison, on part sur du juillet-août 2026, en tout cas si tout se passe bien. Voilà donc pour Distilled Cocktails, 3110 contre 8 heures, 300 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. Encore un projet pour Xavier, 2 en une semaine, puisque cette fois-ci on va parler de Super Boss Monster 2. Xavier, je crois qu'il avait déjà le 1, voire peut-être même 2 jeux dans la même ligne, la même gamme de jeux, je crois. Super Boss Monster, c'est un jeu qui vous propose de construire votre propre donjon pour y accueillir à bras ouverts des héros qui vont s'empaler sur les pièges que vous aurez tendus au préalable. Oui, c'est un jeu de sadique, mais on parle de Xavier. Normal. 3000 contributeurs sur le projet, 13 jours avant la fin de la campagne, il y a déjà 200 000 € d'engrangés, et vous l'avez vu ici, il y a aussi un petit Boss Monster Junior pour une porte d'entrée vers cet univers, vers ce jeu-là, beaucoup plus familial, mais c'est un jeu différent, hein, c'est pas cumulable, c'est pas jouable, pas compatible on va dire. Donc, Super Boss Monster 2, c'est plus ou moins Super Boss Monster, mais avec une boss différente, la Dice Queen que l'on voit ici, et l'ajout de pièces qui sont directement liées avec des dés, des Dice Powered Rooms, donc des salles directement impactées par un jet de dés ou un placement de dés de début de partie, enfin de début de pause on va dire. Je me suis pas trop plongé dans ce jeu-là parce que ça a l'air d'être quand même très très similaire fondamentalement à Super Boss Monster premier du nom. Il y a plein de vidéos y compris en français sur le sujet, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi, juste ce petit ajout des Dice Powered Rooms et la nouvelle boss, la Dice Queen que l'on voit ici, mais pour le reste c'est quand même un petit peu plus de la même chose, j'ai l'impression, hein, essentiellement donc de la construction de donjons avec plein de salles piégées pour que les héros ne puissent pas envahir le donjon. Thématique un petit peu similaire à ce jeu qu'on adore avec Xavier, qui est donc Keep the Heroes Out, mais avec une DA radicalement différente, parce qu'on parle ici plus de jeux en pixel art, en 8 bits ou 16 bits, je ne vois pas exactement. Mais ouais, bon, pourquoi pas, je serais curieux de le tester un de ces jours. Je crois qu'il m'avait fait tester un jeu de la série, je sais pas si c'est Super Boss Monster 1, je pense pas, mais un jeu dans cet univers-là, de Brotherwise Games aussi, je crois. Je n'en ai pas gardé des souvenirs impérissables, mais c'était sympa si mes souvenirs sont bons. Il faudra que je reteste un de ces jeux avec lui. Je sais qu'il est très très client de ce genre de jeu là, donc ouais. S'il veut le tester un de ces jours encore une fois ensemble, je dis pas non, pourquoi pas. Sachez que c'est pour 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, et pour des parties très courtes, hein, 30 minutes la partie, c'est vraiment un jeu assez facile à sortir. Et malgré le fait que ce soit un jeu de 30 minutes environ, ils ont proposé en plus de ça une version plus familiale, beaucoup moins complexe, plus facile, qu'on a aperçu tout à l'heure avec, comment ça s'appelait déjà, le petit truc là, Boss Monster Junior, voilà. Vous avez un petit aperçu du how to play. On va drafter des pièces ainsi que des sorts. On va placer des dés, enfin les jeter et les placer sur ces fameuses Dice Powered Rooms. Donc c'est le nouveau mécanisme qui n'était pas présent jusqu'à maintenant. On va manipuler des dés déjà présents pour modifier les effets de cartes ou leur puissance en tout cas. Et puis c'est à peu près tout en termes de nouveautés. Et donc après il y a ce petit Boss Monster Junior, beaucoup plus abordable en termes de gameplay, mais également en termes de prix, hein, 25 $ contre 35 pour le jeu donc, de Boss Monster, Super Boss Monster 2. Donc c'est un peu plus abordable, gameplay plus simple, mais toujours 30 minutes de la partie également. Pas de solo par contre pour celui-ci.
Voilà, voilà. Et donc les pledges de base, il est à 35, donc je l'ai dit pour Boss Monster 2, 45 si vous prenez le petit playmat en néoprène, si vous prenez le pledge Family Boss, donc c'est le jeu plus Boss Monster Junior, à 65, plus le néoprène. Et puis si vous prenez le pledge à 100$ de Big Boss, là vous avez donc Boss Monster 2, Boss Monster Junior, et puis une solution de rangement pour Boss Monster, donc j'imagine celui-ci, plus l'épisode précédent on va dire, donc une sorte de big box, et ensuite à 220$ le Ultimate Starter, bon, c'est un peu tout ce qui s'est fait jusqu'à présent dans la série des Boss Monster, avec toujours cette apparence visuelle qui fait souvent penser à des vieux jeux Nintendo, un petit peu Game Boy ou un peu Super Nintendo, ça dépend des épisodes, mais c'est vrai que ça leur confère une petite identité visuelle assez marquée, assez marquante, assez sympa. En add-on, il y a une liste de add-on à n'en plus finir, c'est assez impressionnant. Voilà, ensuite on va rapidement parler du shipping. En fonction de votre niveau de pledge, bien évidemment, ça va tout changer. Pour le Canada ou l'Union Européenne, c'est la même zone, en gros 14 à 28$ de frais de port. Et puis pour nous, donc on va dans le rest of the world à mon avis, 20-30 jusqu'à 45-60$ de frais de port. Voilà pour ce qui est donc de Super Boss Monster et de sa variante plus familiale, Boss Monster Junior. 3000 contributeurs, 200 000€ d'engagés pour l'instant. Alerte Nixienne, préparez-vous, il y a une vidéo de Nix sur No More Dead New York, le nouveau projet de Pendragon, alors qu'on revient sur GameFound pour ce projet de l'éditeur italien, Pendragon Game Studio, projet qui se porte pas mal, mais c'est pas le succès que j'imaginais. On notera qu'au moment où je m'enregistre, par pur hasard, on est à 666 backers. Moi j'ai envie de dire, pour un jeu de zombies, on ne pouvait pas faire mieux en termes de timing. 666 backers. 14 jours avant la fin de la campagne, 58 000€ d'engrangés. On a encore un 666 à l'envers. Les Illuminati sont de sortie. Attention, le projet est donc financé et il y a une VF, ça aussi, ça fait plaisir. Et une très très belle couve. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour la couverture. Elle est vraiment très très classe. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pas coopératif du tout pour le coup, puisqu'on va incarner différentes factions dans un univers un petit peu post-apocalyptique ravagé par une épidémie de zombies. On a un méli-mélo de mécanismes tels que le placement d'ouvriers et donc la gestion de ressources qui va souvent avec. C'est un jeu compétitif, je l'ai déjà dit, de survie avec du contrôle de territoire, on pourrait dire de la majorité de territoire. Puisqu'en fait chaque tour de jeu il va y avoir différentes zones de la ville de New York qui s'offrent à nous et on va envoyer les différents membres de notre faction via ce petit mécanisme de backbuilding ou juste de backdrawing, je ne sais pas exactement. Donc on l'a dit ici, contrôle de territoire, gestion de ressources, bon, tactical decision making, ok, si vous voulez, mais je vois rien sur le backbuilding. Est-ce que c'est juste ils sont dans le sac mais on va pas renforcer, construire notre sac au fur et à mesure, ça je sais pas, c'est juste pour piocher au hasard éventuellement. Bref, il faudra toujours avoir 3 personnages et on va les envoyer sur les différentes zones ici, mais en fonction de là où on les place, on va enclencher différents effets. On va le voir ici, on voit qu'il y a des petites icônes sur les différents étages, on va dire, de chacune de ces zones, et on va appliquer l'effet potentiellement de notre personnage et ou de la zone sur laquelle on le pose. Et les différents effets en question, ça peut être potentiellement par exemple de fracasser du zombie ou de fracasser d'autres personnes, d'autres factions par exemple. C'est donc cette action de perform the action. Mais attention, puisque chaque personne encore vivante tuée par une action va ensuite revenir sous la forme d'un zombie. Donc est-ce que c'est toujours avantageux ou non? Est-ce que c'est pas finalement se tirer une balle dans le pied que d'en tirer une dans la tête de notre adversaire? Ce sera quelque chose à bien réfléchir. Il faudra peser le pour et le contre, puisque on aura ensuite cette phase de contrôle, on va dire, de territoire. Ici le district check, on verra celui qui aura le plus de personnages présents dans cette zone, et si c'est le cas pour vous, si vous possédez plus de personnages que les autres, vous allez vous attribuer cette zone, voilà, vous allez la mettre à côté de votre plateau personnel, et c'est ainsi que vous allez pouvoir scorer. On va ensuite remplacer en mettant de nouveaux districts pour un nouveau tour de jeu. En gros, c'est à peu près ça. Mais comme à chaque fois qu'il y a une vidéo de Nix,
et bien évidemment je vous dis d'aller la checker, vous aurez beaucoup plus de détails. Je l'ai regardé moi-même et il avait l'air d'être plutôt très agréablement surpris, en tout cas assez conquis par la proposition de No More Dead New York. Donc ouais, je serais curieux de le tester moi aussi. Ouais, un petit aperçu des différentes compétences des différents personnages que l'on pourra avoir dans notre faction par exemple aussi. Ensuite, un petit What's in the Box, ça c'est la boîte... non, c'est même pas la boîte de base, la boîte de base est ici. Ça c'est dans la boîte de base avec les différents tokens, etc. Les petits paravents, c'est même pas des paravents, mais les petits socles sur lesquels vous allez reposer les personnages de votre faction, etc. Ensuite, il y a la petite extension que l'on voit ici, Hunters, qui vous permet d'ajouter un 5e joueur, donc on pourra jouer jusqu'à 5 cette fois-ci, et ça va ajouter aussi un nouveau mécanisme, le mécanisme de Hunter, donc de chasseur. Là pour le coup j'ai pas exploré suffisamment pour savoir ce à quoi ça correspond, mais vous voyez ici c'est le nouveau petit logo de Hunter ici. À la fin de votre tour vous pouvez éliminer un zombie dans un district adjacent et ensuite déplacer ce personnage ah d'accord, déplacer votre personnage dans le lieu où était le zombie que vous venez de terrasser, mais sans appliquer l'effet de la case en question, j'ai l'impression. Donc nouveau petit mécanisme que vous pourrez avoir grâce à cette extension. Et ensuite il y a aussi Plastic Upgrade, donc cette petite boîte de deluxification qui va vous amener donc pas mal de petits éléments pour pimper un petit peu votre expérience. C'est là que c'est plutôt classe, c'est loin d'être essentiel mais c'est plutôt joli. Alors, le pledge de base est à 35 €, c'est quand même très abordable pour un jeu, on va dire, initié comme ça, qui se sort assez facilement, mais quand même avec un beau matos. 35 $, c'est vraiment pas très cher. Ensuite, on a le Hunter Pledge, donc pour ajouter l'extension Hunters, donc pour jouer jusqu'à 5, et avec un nouveau mécanisme, donc 49 $. Et sinon, on a le All-in Pledge, je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça, All-in Pledge directement à 82, ce qui reste abordable pour un All-in. Qui va ajouter donc la deluxification avec les plastiques ainsi que du néoprène et les protège-cartes par-dessus. 82 $, franchement, c'est quand même plutôt abordable. Voilà, on voit ici donc le très sain Nyx, la bonne surprise de la rentrée, nous dit-il. En tout cas, regardez sa vidéo, comme d'habitude, elle est très claire, bien illustrée. Ouais, bon, c'est Nyx quoi, c'est toujours de l'excellent boulot. Ensuite, bah, du coup, ici, les frais de port, très rapidement. Pour l'Europe, environ 15 €, plus la TVA bien sûr. Ensuite, pour nos amis suisses, c'est 20 €. Et puis pour le Canada, 25. Et enfin pour nous au Japon, 29, mais sans la TVA. 29 € de frais de port. Bah écoutez, il a l'air d'être vraiment cool. C'est pas un jeu que je me vois baquer pour autant. Mais si j'ai l'occasion de le tester un de ces jours, et ben ce sera avec un grand plaisir. Voilà donc pour ce qui est de No More Dead New York, 666 backers, 58 000 € d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne. Allez, nouveau détour du côté de chez GameFound avec Bloodwork, le nouveau jeu de IDG, autrement connu sous le nom de iDemo Games. Il s'agit d'un jeu en ambiance un peu RPG, Epic Fantasy, Dark Fantasy pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu coopératif avec une campagne narrative et oui, encore le drapeau français, beaucoup de campagnes qui proposent du français aujourd'hui. Bon, après, il me semble, si je me souviens bien, parce que j'ai checké à 3-4 jours, que pour celui-ci, c'était en PDF, mais on va peut-être aller checker éventuellement dans la FAQ. Est-ce qu'il y a des trucs alors ici, ah non, full localization, ça voudrait bien dire qu'il y aurait une version physique en français. Ça fait plusieurs projets cette semaine qui proposent des versions complètement localisées avec des scores pas si foufou que ça, honnêtement. On est à 540 backers. Alors certes, 213 000 $ d'engrangés, ça vous laisse un petit peu songeur quant au prix du pledge. Vous faites la division, vous dites que le prix des pledges est assez conséquent. Et en même temps, vous le voyez, on est sur un jeu avec une grosse boîte remplie de kilos plastiques à profusion. Donc bien sûr que ça va coûter très cher, il y a plusieurs boîtes, etc. Il reste 17 jours avant la fin de la campagne. Je ne me souviens pas d'autres jeux de iDemo Games, donc on va checker très rapidement ensemble. C'était eux derrière Revenant's Run, qui n'avait pas fait un énorme résultat non plus, 630 backers. Celui-ci devrait pouvoir le dépasser assez aisément.
Donc 60 minutes de la partie, j'ai dit 1 à 4 joueurs coopératif en RPG avec un univers un petit peu dark fantasy, un peu horrifique on va dire, avec des personnages hautement customisables, donc une asymétrie progressivement de plus en plus prononcée entre les personnages que vous allez sélectionner. Bien sûr, des synergies à aller imaginer pour vaincre les monstres qui vont forcément venir vous assaillir lors de votre progression. On a des éléments de décor, mais sinon la carte en elle-même est relativement sombre et dénudée, on va dire. C'est pas particulièrement, comment dirais-je, il n'y a pas de point d'intérêt vraiment marquant, je trouve. C'est peut-être justement pour laisser la place aux éléments de décor tels que les maisons, les arbres, etc. J'imagine. Mais ouais, je suis pas hyper fan du tableau principal. Enfin, du plateau principal, pardon. On a un petit aperçu des plateaux de joueurs là pour le coup avec notre joueur, l'équipement qu'on va pouvoir ajouter par-dessus pour personnaliser, pour customiser un peu notre personnage avec des compétences quoi, on imagine pouvoir se développer également. Ensuite, ouais, on nous parlait de 20 heures de campagne potentiellement avec des embranchements narratifs qui font que d'une campagne à l'autre, vous ne vivrez pas forcément la même campagne. Ensuite, on nous met directement dans la tronche les niveaux de pledge. Le premier étant celui-ci, Recruit of the Flame, 150 $ d'entrée de jeu. Ça picote un petit peu, mais c'est pas fini. On monte ensuite à 250 pour le pledge Bloodbound Sellsword, qui va acheter donc les fameux éléments de décor qu'on a aperçus tout à l'heure, des maisons, des troncs d'arbres, ce genre de choses là. Ensuite, on peut monter encore à 299 pour Veteran of the Crucible qui va venir ajouter des extensions. The Web of Morana, The Hollow Serpent Legendary Expansion, Vorgrim, The Earth Shaker Legendary Expansion. Donc plus d'extensions. Et si vous checkez un petit peu les extensions à l'unité, eh bien vous allez voir qu'en fait c'est assez malin et pernicieux en réalité. Parce que par exemple pour ici Vorgrim, on nous parle de toutes les ors qui se sont déroulées d'Eda Jaga dans le chapitre 1. Et en fait, c'est des extensions qui s'intègrent entre des chapitres de la campagne principale. Donc forcément, vous avez envie d'y aller. Je vous dis, ça fait plus ou moins partie de la campagne principale. C'est une sorte d'intermède narratif un peu différent. Et ouais, c'est pas une suite. Enfin, c'est plutôt malin, mais plutôt pernicieux comme approche. Pareil pour The Web of Morana, je crois que c'est chapitre 3, quelque chose comme ça, je sais plus. Non, c'est le chapitre final, ça, pardon. C'est le chapitre final. Mais il y avait une extension, genre chapitre 3, quelque chose comme ça. Voilà, ici, The Hollow Serpent, dans le chapitre 3 qui vient de se terminer. On vous parle de ça, donc qui vient de se terminer. Et du coup, vous en branchez avec ça avant de commencer le chapitre 4, en théorie, si vous voulez vraiment vous jeter vous plonger dans l'univers, on va dire. Ça peut continuer à monter encore un petit peu avec le Dreadlord of Morana, 490 $. On va ajouter plein de deluxification des protège-cas dans tous les sens, etc. Il y a encore aussi de l'extension par-ci par-là, je crois. Il y a un artbook de 100 pages. Il y a le Foreteller, donc la prédication de narration audio pour plus d'immersion encore. Et puis on avait le pledge qui est mis en avant ici à 400 $, le Oathbound Guildmaster. Qui est la même chose mais sans le Forter, j'ai l'impression, peut-être sans les sleeves également, mais c'est un peu le all-in gameplay on va dire. Alors certes par contre les miniatures sont très classe, hein. Ce que l'on a devant les yeux en termes de visuel, alors certes c'est peut-être des renders 3D et pas encore totalement les impressions, mais elles vont être assez détaillées, assez clean, la DA de manière générale est plutôt efficace, sans être époustouflant, sans être mémorable, ça va être plutôt efficace. On voit les différents personnages avec leurs compétences, leurs items favoris, etc. Leur petit penchant un petit peu asymétrique. Effectivement, ça va être relativement bien foutu. Encore une fois, j'ai toujours et encore le même problème pour les jeux de campagne, RPG, dungeon crawl, etc. C'est que j'ai du mal à différencier ces jeux les uns des autres parce qu'ils me semblent quand même généralement très similaires. Personnages asymétriques, équipement pour renforcer la symétrie progressivement dans le jeu, choix narratif impactant plus ou moins le déroulé de la campagne, des monstres dans tous les sens, avec eux aussi leur gameplay un peu propre, bien sûr des gros boss qui vont venir aussi. Là j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau des cartes, de la gestion de la main, peut-être des cartes potentiellement multi-usages, que ça peut pouvoir se différencier un petit peu, mais bon, j'avoue que si je devais me relancer dans la création de prototypes de jeux, je dirais clairement pas sur ce type de jeu-là, parce que j'arriverais vraiment pas à me différencier. Mais encore une fois, je me répète à chaque fois que je parle de ce type de jeu-là, c'est surtout en fait, et principalement parce que je connais trop mal la catégorie du jeu de dungeon crawler en campagne, en fait, c'est tout simplement ça.
Il y a énormément de matos, et y compris énormément de cartes. On voit ici 210 cartes de destin, on va dire, des cartes de monstres dans tous les sens, des cartes de blessures, des cartes de sang également. Des cartes d'humeur qui vont peut-être impacter votre gameplay. Ça, pour le coup, c'est relativement intéressant. Des contrats, des bâtiments, bref, il y a masse de contenu. J'imagine que la rejouabilité est assez forte, effectivement. Là, on voit un petit aperçu des quelques extensions que j'ai préalablement mentionnées. Je vais pas aller beaucoup plus loin que ça en réalité dans la découverte de la campagne. Alors c'est vrai que les terrains, si vous prenez les miniatures de terrain, de décors, c'est vrai que ça rend un peu plus immersif le tout. Mais encore une fois, je me répète, hein, le plateau principal, là, dans les bois, on va dire, il n'est pas extraordinairement beau en fait, hein. Il n'est pas très immersif en lui-même. Donc si vous n'avez pas les miniatures de terrain, c'est assez quelconque, alors que les miniatures sont assez classe, alors que les plateaux de joueurs sont assez jolis également. Le reste, je suis moins convaincu. Voilà, on va aller directement maintenant au shipping. Ça se passe ici. Pour l'Union Européenne, ça va aller de 29,39 à 39,49 en fonction du pledge que vous avez sélectionné. Pour le Canada, 49,59 ou 65,75. Ça picote ainsi un petit peu. Et nous, dans la zone Asie, 49,59 ou 65,75 euros de frais de port. Donc pour ce qui est de Bloodwork, le nouveau jeu de Ultimo Games, 538 backers pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne. Toujours sur GameFound, on parle cette fois-ci de Lone Wolf, Vengeance of the Kai, et il y a encore du français, mais cette fois-ci en PDF, pas en version physique. La prise de risque est un peu plus minime, on va dire. Pour l'instant, il y a 715 backers, ça marche pas trop mal, 86 000 $ d'avant, 19 jours avant la fin de la campagne. Et apparemment, Lone Wolf, ça provient d'un univers de fiction, de littérature, on va dire, préexistant, si j'ai bien compris. Alors, c'était où que j'ai vu ça? J'arrive pas à le retrouver, bien évidemment. À chaque fois, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le retrouve pas, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on retrouvera les informations nécessaires un peu plus tard. Mais donc, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, donc en duel, hautement asymétrique. On va incarner 2 factions qui ont un gameplay vraiment différent. Donc c'est bien sûr un jeu compétitif pour des parties de environ 3 heures, voire potentiellement un peu plus, non, un peu moins, 2 heures à 3 heures. Et donc on a ici un jeu de contrôle de territoire, de compétition, de combat, d'affrontement, avec aussi de la gestion de ressources, le tout sur une map qui est très sommaire là encore, hein. C'est pas diablement beau. Mais bon, on vous met en avant donc la forte asymétrie entre les 2 factions, la grande rejouabilité, la grande variabilité également, un univers et un lore extrêmement riche et profond, qui provient donc de la série de livres de Lone Wolf, donc le loup solitaire, j'imagine en traduction française, mais je ne sais pas si la traduction est littérale ou pas. Vous me direz éventuellement en commentaire si vous connaissez la série donc littéraire en question. Moi, j'en ai jamais entendu parler pour le coup, alors que j'aime plutôt bien la littérature fantasy, mais c'est pas non plus un truc dont je suis spécialiste pour autant. La DA est pas vilaine, globalement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire sans trop de soucis. La DA est pas vilaine, elle est pas époustouflante, mais bon, elle fait le job, sauf, je trouve, pour la carte, qui pour le coup, elle est vraiment pas extraordinaire, quoi. Mais les cartes en elles-mêmes, ça fait un peu vieillot, pour être tout à fait honnête, c'est pas du tout mon genre, mais j'irais pas dire que c'est moche. Il y a quelques cartes qui sont beaucoup plus belles que d'autres, par exemple le Dark Lords, qui est un peu l'illustration de la boîte de base, c'est peut-être pour ça que c'est la plus jolie aussi. Là, pour le coup, c'est vraiment joli, mais les persos, de manière générale, je suis beaucoup moins fan par contre. Et donc, on a ici la faction, donc les bleus, là, les Freeland apparemment, ça s'appelle. Ensuite, on a ici, voilà, ici les Dark Lords, donc la faction plutôt sombre, on va dire, hein, les seigneurs des ténèbres en gros. Et si j'ai bien compris, on a une sorte de faction neutre, je crois. Voilà, ici, les Neutral Miniatures, une sorte de faction tierce qui est, elle, neutre. On a ce petit plateau sur lequel on s'affrontera, la faction des ombres et la faction lumineuse, on va dire, d'un côté de l'autre, sur ce plateau central. On aura donc différentes unités qu'on envoiera, oulala, ça va pas du tout, qu'on enverra, pardon, se battre, hein, simplement guerroyer l'un contre l'autre. Le matériel fait le job, mais encore une fois, ça fait un peu cheap. C'est pas dénué de charme, mais ça fait quand même assez cheap. Les miniatures sont pas folles, mais elles sont pas vilaines non plus. J'arrive pas vraiment
à m'enthousiasmer pour le projet. Je pensais pas qu'il ferait un tel résultat. Peut-être que c'est dû en partie au moins à la licence littéraire de laquelle il provient. Moi, j'avoue que ça ne me parle pas outre mesure, si ce n'est le côté très asymétrique avec deux factions vraiment radicalement différentes. Là, pour le coup, ça peut être intéressant, mais même le défilé des miniatures qu'on voit ici me vend pas spécialement du rêve. On voit un petit aperçu des phases de jeu avec pas mal de gestion de main, avec différents types d'unités que l'on pourra utiliser pour différents effets. On va avoir des items également. Ok, pas hyper convaincu de l'originalité du projet. Il y a des cartes qui ont l'air d'être très petites. Mais bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. J'imagine que si on connaît la saga littéraire dont le jeu provient, ça peut forcément être plus intéressant. Mais c'est malheureusement pas le cas pour moi. Ou heureusement, en tout cas pour mon portefeuille, minima. Et pour ce qui est du shipping, pour l'Union Européenne c'est 25 à 28, pour le reste d'Europe 34, donc pour nos amis suisses j'imagine, les Canadiens 25-28, et puis pour nous ce serait 27-30 de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Lone Wolf Vengeance of the Kai. 86 000 $ engrangés, 715 backers mine de rien, près de 3 semaines avant la fin de la campagne. On continue avec Dinosaur Island Fully Charged. Encore Dinosaur Island? Oui, encore l'île des dinosaures, dans une nouvelle version Fully Charged, autrement dit c'est la version ultime, la version définitive de Dinosaur Island avec tout le contenu. Pour l'instant près de 2000 backers sur le projet, 150 000 € avant, 150 000 € d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne. C'est le nouveau projet de Pandasaurus Games, un 13e projet sur Kickstarter. C'est déjà eux qui avaient porté Dinosaur Island lors de ses premières apparitions sur Kickstarter. Et voilà, je ne vais pas en fait rentrer plus dans les détails, parce que bon, Dinosaur Island c'est déjà un jeu connu depuis assez longtemps. Il doit avoir déjà bien 6, 7, 8 ans à minima je pense. Donc c'est un jeu qui est quand même assez connu de construction de parcs de dinosaures, un peu façon Jurassic Park, mais bien sûr les dinosaures étant dangereux, il va falloir bien gérer son truc, sinon les dinosaures pourraient potentiellement s'échapper et foutre le dawa, le bordel. Donc on a un jeu de, je crois, de pose de tuiles, de gestion de ressources, etc. Ne l'ayant jamais testé, je ne vais pas non plus me risquer à dire des conneries, mais je crois qu'il y a pas mal de petits mécanismes imbriqués les uns aux autres qui peuvent rendre le tout assez intéressant. C'est une thématique qui parle beaucoup plus à Xavier qu'à moi-même, mais je serais curieux de le tester un jour si jamais j'en ai l'occasion. La petite nouveauté durant cette campagne apparemment, c'est que vous avez certainement, si vous avez joué au jeu, connu cette expérience que procure beaucoup de jeux avec des meeples que l'on pose sur des petits plateaux, à savoir que le moindre petit coup par une adversace sur le plateau fait valser un peu tous les composants. Là pour le coup, ils ont utilisé un nouveau sorte de plastique pour les meeples qui sont aimantés et qui donc colleront directement aux petites tuiles ou aux plateaux sur lesquels on les posera. Ça évitera ce type de problème. Et ça, c'est vrai que c'est en termes d'ergonomie, comment dirais-je, de confort de jeu, c'est plutôt agréable. C'est à saluer effectivement, même si ça rajoute une petite couche sur le prix, vous vous en doutez bien. Pour le reste, il n'y a pas, j'ai l'impression, grand chose de nouveau durant cette campagne. C'est vraiment une sorte de grosse big box qui vous permettra de tout loger. Il y a aussi de l'upgrade, de la deluxification à outrance. On a ici du tapis de néoprène aussi. On se croirait un petit peu chez Cheap Theory Games à ce niveau-là. Voilà, même eux, en réalité, ils mettent pas tellement le jeu en avant, plutôt l'aspect anniversaire, version deluxe, néoprène, meeple aimanté, etc. Parce qu'en vrai, on ne sait pas comment se joue le jeu si on regarde juste cette campagne-là. Donc il part du principe que vous connaissez le jeu et que si vous êtes suffisamment fan, il y a des éléments qui vous donneront forcément envie d'y aller. D'ailleurs les pledges, je les ai même pas vus en réalité. Est-ce que c'est écrit quelque part ici le prix? Non. Du coup on va passer directement là. On a un Gameplay Only Upgrade Kit à 40 $ pour les backers de la campagne d'origine, qui n'inclut pas la totalité de ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer au jeu en gros. C'est vraiment juste un upgrade kit. Donc c'est quand même assez léger, d'où le prix qui lui l'est aussi. En revanche, si vous n'avez pas backé ou que vous n'avez pas acheté ensuite en boutique le jeu, sachez qu'il faudra taper sur le pledge ici, Fully Charged en anglais à 150 $. Et sinon, on a ici la version française qui fait plaisir également à 150 $, bien évidemment. Par contre, j'ai pas checké qui s'occupe de la VF.
C'est pas écrit ici. Est-ce qu'on a des drapeaux quelque part? J'ai pas l'impression, non. Mais il y aura bel et bien une VF. Est-ce qu'ils l'assurent par eux-mêmes? Est-ce que c'est un éditeur français? J'imagine que oui. On l'a aussi en allemand d'ailleurs. Mais je me souviens pas. Je crois qu'il avait déjà une VF par le passé. Et je me souviens pas qui s'en charge. Voilà donc pour ce qui est de Dinosaur Island et cette version définitive fully charged. Pour le shipping, pas de tableau récapitulatif, mais ils seront sur 5 hubs différents, y compris l'Union Européenne, et ça devrait être moins de 25 $ par backer, mais pour l'instant, j'imagine que c'est pas encore tout à fait fixé, c'est pour ça qu'on n'a pas de tableau récapitulatif. Et pourquoi est-ce qu'il frappe la main de sa petite fille? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour Dinosaur Island Fully Charged, 1900 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur le nouveau projet, la nouvelle campagne de l'éditeur japonais Uchiba Koya, le 7e projet de l'éditeur, à qui l'on doit des jeux comme Ostia, comme Sweetlands, qui a récemment trouvé son chemin vers la France via l'éditeur Pixie. Et donc, ils reviennent avec Garden Trilogy, alors une trilogie dont un des épisodes est déjà connu des amateurs de Kickstarter, puisque on retrouve Aqua Garden dans une nouvelle version. Alors, nouvelle version, voyons, il n'y a pas vraiment de changement de gameplay. Dans le livret de règles, il y a 2 phrases qui ont changé au niveau de la variante à 2 joueurs pour des soucis de clarification, mais c'est à peu près tout. Il y a aussi l'artwork de la boîte qui a changé. Il y a aussi des plateaux double épaisseur pour chaque joueur, au lieu de des plateaux simple couche comme on avait dans la version d'origine, mais c'est tout en réalité. Le gameplay en lui-même, il change pas, les meeples ne changent pas, l'artwork ne change pas, si ce n'est pour la boîte elle-même. Donc le reste, ça ne change pas pour Aqua Garden. Et dans cette campagne, on a donc aussi 2 nouveaux épisodes dans cette trilogie des Garden, à savoir donc Sky Garden, cette fois-ci avec des petits oiseaux, et Dino Garden avec donc des dinosaures. Et chaque jeu partage une ADN commune vraiment identifiable, hein, un petit peu à la comment dire, à la Tokaido, dans le sens où vous avez une sorte de piste sur laquelle vous allez vous déplacer tour à tour. Le dernier joueur sur la piste est le prochain à jouer, ce qui pourra potentiellement vous permettre de jouer plusieurs fois, pas forcément consécutivement, mais de manière très rapprochée, par exemple, pour aller choper des petits poissons que vous avez disposés dans des aquariums, etc. C'est un peu la même chose pour Sky Garden et Dino Garden. Vraiment, cette mécanique de base, elle est au centre du gameplay de chacun des 3 jeux. D'ailleurs, on le voit ici, hein, les petits aquariums se retrouvent ici avec des sortes de perchoirs pour les oiseaux, ou avec des enclos ici pour les dinosaures. Par contre, les 2 nouveaux épisodes auront aussi leur propre petite spécificité de gameplay. Les oiseaux, il faudra gérer notamment les œufs, donc ils vont pondre, il faudra réussir à mettre les œufs dans une sorte de des petits nids qui sont eux aussi double couche, et c'est ici. Et vous trouvez en dessous des petits icônes qui certainement vous donneront des petits bonus en tout genre. Est-ce que la couleur des œufs a une importance? J'avoue que je ne sais pas encore. Et pour ce qui est des dinosaures, c'est la chaîne alimentaire qui devra être respectée. Il faudra nourrir les animaux de votre parc. Et dans tous les cas, dans les 2 jeux que l'on vient de citer, donc Dino et Sky Garden, vous aurez aussi des tableaux de achievements, donc des missions communes, une sorte de petit aspect course qui réussira à engranger le maximum de points sur ces missions communes. Et ça, c'était déjà un petit peu le cas aussi dans Aqua Garden. Donc pas grand chose de nouveau, mais simplement on va aller progressivement vers un poil plus complexe. On rappelle que Aqua Garden, ça reste un jeu plutôt familial, je dirais 10 ans et plus environ. Il en va de même pour Sky Garden qui reste relativement abordable malgré quelques petites subtilités supplémentaires. Et de même pour Dino Garden où on va hausser un tout petit peu le levier en termes de complexité, mais ça reste quand même très abordable malgré tout. Encore une fois, l'ADN est commune entre les 3 jeux et c'est assez évident à ce niveau-là. Même au niveau du matos, c'est très très clair de ce point de vue-là. Mais ouais, j'avoue que je serais curieux de tester de mon côté donc les 2 nouveaux, hein, Sky Garden et Dino Garden, parce que Aqua Garden c'est très sympa. J'y rejoue avec plaisir, même si c'est vrai que c'est un poil léger selon mes goûts, et en fait c'est pas si court que ça en réalité, compte tenu de sa difficulté. Il a un tout petit peu le cul entre 2 chaises, ça fait une partie de 45-60 minutes à 2 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. Pour ajouter très léger, c'est un tout petit peu long je trouve, mais ça reste très agréable malgré tout, j'ai toujours autant de plaisir à y jouer.
Mais du coup, ouais, curieux de tester par exemple Dino Garden ou Sky Garden pour voir ce que ça change, ces petits ajouts en termes de gameplay, ces petites subtilités qui peuvent renouveler l'expérience. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les niveaux de pledge. Bah, ils sont tout en haut en fait, les niveaux de pledge. Ils sont ici. 50$ pour Aqua Garden, 53 pour Sky Garden, 56 pour Dino Garden. Ensuite, vous pouvez prendre des petites combinaisons de deux jeux, par exemple Sky et Dino si vous avez déjà Aqua Garden, ça sera 104$. 143 si vous prenez ça avec les extensions, il y en a deux par jeu. Et puis ensuite, vous avez la Garden Trilogy à 150, voire la Garden Trilogy plus toutes les extensions sorties à ce jour. Donc pour Aqua Garden, il y en a déjà 4, 5, 6 je crois, et la grosse ici qui est Beach Camping, et peut-être 5 ou 6 toutes petites. Et donc les deux pour Sky Garden et les deux pour Dino. C'est donc là 300$, ça fait tout de suite bondir le prix bien évidemment. Voilà, pour le coup, nous on n'a pas fait de review sur cette trilogie-là. Parce qu'on connaissait déjà Aqua Garden. Alors j'étais curieux des deux autres, mais dans une période où on avait pas mal de protos en même temps. Vous avez pu le voir récemment de toute façon avec Robo Rescue, avec Arakan Wars. On était censé en avoir un autre encore, mais bon, pour l'instant il n'est pas encore reçu. Il va falloir qu'il se dépêche d'ailleurs. Donc on en reparlera prochainement. Mais donc on était une période un peu chargée. J'ai pas fait la demande pour le coup. Mais bon, vous savez qu'Aqua Garden c'est de la qualité. Vous savez que généralement Uchiba Koya ils travaillent leur jeu vraiment aux petits oignons, c'est toujours très bien équilibré, c'est toujours très joli. Je pense que c'est une valeur sûre de toute manière générale. Ensuite, livraison potentielle pas en juin, en août 2026, donc d'ici environ un an. Et en add-on également, en add-on c'est aussi l'occasion de mettre la main sur par exemple Ostia, qui n'a pas encore de VF, mais ça pourrait venir, c'est en négociation avancée. Même chose d'ailleurs pour Aqua Garden, la trilogie en elle-même, pas encore sûre, mais ça progresse pas mal, on verra à terme s'il y a une annonce. Et également Sweetlands, qui est disponible aussi en add-on dans sa version anglaise et japonaise, pas en version française, puisque bien sûr c'est déjà édité par Pixie. Pour les frais de port, Japon ça va de 1000 à 1200 yens. En vrai, vu la quantité de matos pour le pledge numéro 7, c'est vraiment pas grand chose. Pour le Canada, 21 à 37$, l'Europe 15 à 15, c'est vraiment 15 en flat rate, donc sur toute la ligne. Et c'est vrai que pour le pledge à 300$ avec la totale, vu le contenu de matos, 15,50 c'est vraiment cadeau en termes de frais de port pour le coup. Ensuite, c'est tout pour moi en vrai, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et ben ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant la trilogie des Garden, Aqua Garden, Sky Garden, Dino Garden. 2800 backers pour l'instant, 25 jours avant la fin de la campagne et déjà 400 000€ d'engrangés. Et on termine cette semaine par le mouton. Ta, 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 ta. Ouais, le mouton. Ça fait peur? Non, ça fait pas peur, mais c'est un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur et de comédie. On est sur un mix assez original. Ce que nous propose ici Zero Strategy Games, même leur nom est marrant. Leur nom est marrant. Avant ça, qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Ils avaient proposé Shuffle Dungeons, the co-op board game of Endless Dungeons. Et ben c'était en septembre 2024 et j'en ai aucun souvenir. Alors c'était peut-être complètement passé en dessous de mon radar. Pourtant il a fait 4200 contributeurs. Comment j'étais passé à côté de ça moi? Et surtout personne ne me l'avait signalé quoi. Alors que le truc avait fait un gros résultat. D'où ils sortent 4200 contributeurs sur un primo-éditeur pour un jeu qui, bon, a l'air d'être un peu original en termes de comment dire, de direction artistique, de thématique peut-être, mais qui vendait pas plus de rêves qu'autre chose, honnêtement. Bon, d'où est-ce qu'il vient? Indie Tabletop Game Company. Ouais, mais ils ont pas des gens un petit peu connus dans le milieu? Apparemment pas spécialement. Bon, bah, en tout cas, leur première campagne a été un énorme succès. Et donc ils nous reviennent avec encore un mouton. Tout à l'heure on a vu une sorte de book sur leur premier jeu. Là c'est un mouton cette fois-ci. 1630 backers, 120 000€ d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne pour The Sheep, qui est donc, comme je vous le disais, un jeu d'horreur, mais de comédie. Puisque là, vous êtes pourchassés par des moutons. Ça fait pas très peur. Comment ils vont réussir à provoquer ce sentiment un petit peu de peur, de stress face à des moutons en leur mettant des yeux rouges parce qu'ils prennent un flash dans la tronche, peut-être, je ne sais pas. C'est pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 40 minutes par joueur autour de la table. Et donc, c'est un jeu coopératif.
où donc la nuit, les moutons sont particulièrement agressifs, violents et potentiellement en mesure de vous tuer, de mettre fin à vos jours. Et donc, il faudra armer vos personnages autour de la table, un petit peu asymétriques, de différents types d'équipements pour lutter contre les moutons et pouvoir transporter certains éléments de ressources, d'aménagement, etc. d'un point A à un point B, je crois. Sachant qu'il y aura bien sûr des petits événements qui viendront impacter le cours du jeu, que les moutons surgiront de nulle part pour vous terrasser. On a apparemment une grosse rejouabilité puisque chaque partie ne pourra de toute façon pas se dérouler de la même manière du fait de différentes raisons. Et puis on a une thématique, c'est vrai, très originale pour le coup, qui est assez marrante. Des moutons volants un petit peu chauve-souris vampire, on va dire. Bon, thématiquement, c'est drôle. Ça m'atteint pas des masses, pour être tout à fait honnête, mais je reconnais que c'est assez drôle et qu'il y a moyen d'avoir un bon jeu derrière. J'avoue que j'en ai absolument aucune idée. Je serais très curieux de le tester une fois comme ça, un jour, si j'en ai l'occasion. Si c'est pas le cas, j'avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous me direz éventuellement si vous avez envie de, comment dirais-je, et bien tout simplement de mitrailler du mouton, du bouquetin dans tous les sens pour protéger l'humanité de ces nuisances. Voilà. Sachant qu'il y a aussi une phase jour-nuit éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Différents types de moutons qui ont aussi leurs propres compétences asymétriques en fonction du type de mouton qui va chercher à vous assaillir, etc. etc. Bref, voilà. Ensuite, rapidement, les pledges. Les pledges, c'est ici que ça se passe. On a une peluche à 35$. Pas de jeu, juste une peluche. Vous n'êtes là que pour la peluche. Sinon, le jeu en lui-même, c'est 59$. Sinon, on a un pledge à 99$ qui ajoute au jeu un insert en bois avec aussi des fichiers STL pour imprimer vos petits moutons, pour les rendre encore plus terrifiants. Ensuite, à 149, on a le jeu, l'insert en bois, la petite bougie, j'ai l'impression, ouais, c'est une bougie à l'effigie du jeu, les fichiers STL, etc. Donc tout ça pour 150$. Voilà, en add-on, on peut aussi ajouter des sleeves par exemple, rien de très original là-dedans. Pour les frais de port, 30 à 43$ pour nos amis canadiens, l'Union Européenne c'est 27 à 39, et puis nous ce serait 38 à 50$ de frais de port. Voilà ce qu'il en est pour The Sheep. 1630 contributeurs, 120 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de cette campagne. Voilà, c'est tout pour le menu crowdfunding du 21 septembre. Déjà 21 septembre, que le temps passe vite. Je ne sais pas combien de temps aura duré ce menu, mais probablement plus d'1h30, j'imagine. Ça commence à se rallonger progressivement. On rentre dans une période de plus en plus chargée en campagne. Heureusement qu'il n'y avait pas de dessert cette semaine, sinon ça aurait été beaucoup plus long. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi comme chaque semaine. Pour les plus fidèles d'entre vous, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour exprimer votre opinion vis-à-vis des projets qui vous ont plus ou moins intéressé. Laissez un petit like si vous avez juste la flemme de poster un commentaire, ça me va aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour un nouveau menu crowdfunding. Et puis entre-temps aussi, mercredi, le dernier épisode, notre top 50 à Xavier et moi-même. Chaque épisode voit de plus en plus de vues et ça fait vraiment très très plaisir. Et on découvre aussi plein de jeux via vos tops que vous publiez en commentaire de nos vidéos. Et du coup, pour nous, c'est aussi une bonne manière d'aller retrouver des nouveaux jeux qu'on aimerait bien essayer par la suite. Donc voilà, encore merci pour tous vos commentaires. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.